Le point. Bienvenue chez Les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté. Bonjour Peggy. Bonjour Laetitia. Nous recevons aujourd'hui Mathieu Slama. Mathieu Slama, bonjour. Bonjour. Peggy, je te laisse présenter notre invité. Alors Mathieu Slama, vous êtes consultant et analyste politique et vous enseignez la communication politique. Vous avez commencé votre carrière d'essayiste en 2016 avec un premier livre publié aux éditions de Fallois, La guerre des mondes, réflexion sur la croisade idéologique de Poutine contre l'Occident, et qui ne pourrait pas mieux être dans l'actualité, vu qu'à l'heure où nous enregistrons cette émission, cela fait une grosse journée que la Russie a lancé une offensive armée contre l'Ukraine. Et pour continuer sur des thématiques joyeuses, en janvier de cette année, vous avez sorti aux presses de la Cité Adieu à la liberté, essai sur la société disciplinaire, dans lequel vous analysez, donc avec l'aide de Michel Foucault, de Gilles Deleuze et de Giorgio Agamben, le tournant liberticide que la pandémie de Covid-19 a fait prendre à la France, pays pourtant réputé pour sa passion de la liberté et de l'anticonformisme. Et vous montrez dans ce livre que la crise sanitaire n'a fait en réalité que cristalliser un mouvement plus ancien et remontant notamment aux années 2010 avec la réaction au terrorisme islamiste. Et pour en citer la quatrième couverture, avec l'assentiment d'une majorité de Français, une société de l'ordre de la surveillance est installée, la démocratie est devenue management, la politique s'est effacée devant la science et les citoyens libres se sont transformés en population docile à discipliner. Une éclipse de la liberté préparée de longue date par des renoncements successifs. Ce qui fait que, selon vous, la crise du Covid-19 a révélé un nouveau totalitarisme soft fondé sur une idéologie du safe. Et comme chez les contrariantes, on n'est pas du genre à apprécier le totalitarisme, le soft, le safe et même de manière très générale les idéologies liberticides, on ne pouvait donc pas ne pas vous convier à rejoindre notre table des négociations. D'autant plus que Laetitia et moi, nous ne partageons pas forcément toutes vos analyses, ce qui donnera lieu, je pense, à un débat intéressant entre un contrariant contrarié par deux contrariantes. Et donc je laisse Laetitia ouvrir notre entretien. Merci Peggy. Alors parlons un petit peu d'actualité, si vous le voulez bien. Pour commencer, l'offensive de la Russie contre l'Ukraine, donc qui vient d'avoir lieu, fait-elle partie de la croisade idéologique de Poutine contre l'Occident que vous analysiez dans votre premier livre ? Je pense que les choses ont beaucoup évolué depuis, évidemment, et la stratégie de Poutine n'est plus tout à fait la même qu'à l'époque où je l'analysais. Mais moi, je crois quand même que, au-delà de, évidemment, tout ce qu'on peut dire sur le fait qu'il s'agit quand même de quelque chose d'inédit, d'une sorte d'invasion d'un pays souverain de manière totalement arbitraire, donc il y a quelque chose d'assez frappant dans cette stratégie jusqu'au boutisme. Mais au-delà de ça, il y a quand même derrière, je pense, un anti-occidentalisme qui se radicalise un petit peu, un ras-le-bol général vis-à-vis à la fois de la stratégie occidentale, notamment en Europe et en Europe de l'Est, un ras-le-bol vis-à-vis de l'OTAN, et c'est pas pour rien d'ailleurs si on voit que les pays, on va dire, non occidentaux, notamment la Chine, qui soutient, sans le dire, la position russe. Donc il y a derrière ça quand même un soubassement à la fois idéologique et stratégique qui consiste vraiment à quelque chose qui se rapproche d'un ras-le-bol général vis-à-vis de la prétention occidentale à l'hégémonie stratégique et surtout vis-à-vis de l'OTAN en Europe. Et je pense qu'on ferait une erreur de... Alors, c'est pas pour excuser, évidemment, Poutine dans ce qu'il fait, parce qu'il n'y a rien d'excusable dans ce qui se passe actuellement, mais il faut quand même voir ce ras-le-bol général vis-à-vis de la prétention, encore une fois, occidentale à être le gendarme du monde, et en particulier vis-à-vis de la Russie, qui se sent quand même encerclée, et plus ou moins à raison, puisque l'OTAN, en 20 ans, a au moins doublé le nombre de ses bases en Europe, et aujourd'hui, la Russie est littéralement encerclée par les bases de l'OTAN. Donc, je dis juste qu'il y a derrière quand même une sorte de ras-le-bol. Ça dit quelque chose de ce conflit entre l'Occident et un monde qui ne veut plus du tout subir le joug de l'Occident, les menaces de l'Occident, etc. Et je pense que c'est très important dans ce qui se passe actuellement. En même temps, on ne peut pas vraiment dire que l'Ukraine a menacé la Russie. Non, c'est encore une fois, c'est pas l'Ukraine, oui. C'est pas l'Ukraine vraiment le sujet. C'est encore une fois les États-Unis. C'est un message que moi je crois que derrière ça, c'est un message que Poutine envoie aux États-Unis. Une réaction en fait. C'est une réaction que Poutine envoie aux États-Unis, c'est en mode ça suffit, quoi. On n'accepte plus vos provocations. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'excuser Poutine dans ce qu'il est en train de faire, qui est absolument inadmissible.
Mais il y a vraiment cette idée que une partie du monde, parce que, encore une fois, la position de la Chine, parce qu'au final, c'est quand même la Chine aujourd'hui qui est le lieu stratégique vis-à-vis de l'Occident, mais ça dit quelque chose du ras-le-bol, en fait, vis-à-vis de la prétention occidentale à diriger les affaires du monde. Est-ce que vous pensez qu'on peut parler de Troisième Guerre mondiale ? Ça, je sais pas. Je laisse aux spécialistes de géopolitique, de géostratégie, le soin de définir exactement de quoi il s'agit. Mais moi, je crois qu'il y a un... Enfin, il faut le voir vraiment en profondeur, vraiment, encore une fois, dans le fait il y a quelque chose là qui se joue, qui est un peu la fin d'un modèle qui a été longtemps celui qui a, on va dire, dominé les affaires du monde. Et comment dire, c'est aussi la fin, en tout cas, c'est la fin de quelque chose, ça c'est évident. Et maintenant, Troisième Guerre mondiale, moi je pense pas, parce qu'il y a une dissuasion derrière là qui est trop forte pour qu'on arrive à un conflit armé. On voit d'ailleurs la réponse américaine est pas si forte au final. Pour l'instant, c'est des sanctions, en particulier économiques, et puis un renforcement militaire en Europe, notamment Pologne, Allemagne, et puis l'Ukraine évidemment qui va être aidée d'un point de vue militaire. Mais bon, moi, je crois pas. La dissuasion est trop forte. Voilà. Maintenant, je ne sais pas du tout comment les choses vont évoluer. Alors, pour se rapprocher de notre sujet, on commençait à peine à envisager de sortir de la pandémie. Et voilà que la guerre arrive. Alors, à votre avis, que cela présage-t-il pour nos libertés ? Ah bah oui, En fait, le sujet, c'est que on s'est rendu compte là depuis quelques années et peut-être une décennie que en temps de crise, on abandonnait la démocratie. En gros, si je suis un peu caricatural, on a décidé que pour faire face aux crises, on pouvait activer, désactiver la démocratie, mettre en place des états d'exception, des états d'urgence, mettre en place des mesures d'exception. Je rappelle que face aux terroristes, quand même, on avait pris des mesures d'exception. Alors, sans comme une mesure et ce qui s'est passé pour le Covid, mais on avait pris quand même des mesures assez graves sur notamment des assignations à résidence absolument démesurées, enfin des choses vraiment très inquiétantes. Face aux gilets jaunes aussi, qu'on peut qualifier de crise, il y avait eu des arrestations préventives, des choses qu'on n'avait jamais vues en France depuis très longtemps, donc de manifestants, une nouvelle manière de gérer les manifestations totalement contraire à l'état de droit, totalement contradictoire avec l'idée du droit de manifester, qui est quand même un droit fondamental. Donc c'est vrai qu'on peut s'inquiéter de cet environnement chrysogène permanent qui fait que l'état d'exception s'installe, devient la norme. Vous savez, c'est Walter Benjamin qui disait l'histoire de nos ancêtres et des opprimés nous rappelle que l'exception est la règle. Voilà. Et je pense que c'est fondamental, parce qu'aujourd'hui, l'exception est devenue la règle. Et moi, c'est un peu ce que je dis dans ma réflexion, c'est qu'on s'habitue à l'exception, finalement. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, par exemple, voir des manifestations encerclées de policiers partout, plus personne n'est choqué par ça. Alors qu'en fait, c'est une chose aberrante. C'est une chose aberrante. C'est contraire à tout l'esprit républicain, à tous les droits qui ont été acquis au fil des siècles. Voilà, donc c'est un exemple parmi d'autres. Et mon inquiétude, c'est que les mesures folles qui ont été, parce que pour moi elles sont folles, peut-être qu'on aura un débat là-dessus, qui ont été prises lors de cette pandémie, deviennent finalement des mesures qu'on peut ressortir du chapeau, qui sont, comme disait une députée LREM, des mesures qui sont désormais dans la boîte à outils. Et c'est ça qui m'inquiète le plus, c'est-à-dire qu'on a banalisé l'exceptionnel et qu'on rentre dans une époque finalement où la liberté, la liberté est une chose tout à fait secondaire, voire inexistante, parce qu'à partir du moment où on est dans un régime, et je finis là-dessus, mais on est dans un régime où la liberté devient quelque chose, et on y reviendra sûrement, mais quelque chose que le pouvoir vous accorde, voilà, si vous vous comportez bien. Bon, là, on rentre dans une logique que Foucault avait bien vue d'ailleurs, voilà, mais qui est effrayante. Et juste, moi, je m'étonne que les républicains, que ce soit les libéraux, les républicains, les modérés, au fond, n'aient pas vu tout ça. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui m'étonne beaucoup, parce que je comprends évidemment que face à l'urgence, face à la crise, on se dise, bah, ça vaut le coup. Mais quand même, la République, c'est quand même des lignes rouges, la fin ne justifie pas tous les moyens. Et c'est vrai que pour moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, c'est que je suis étonné qu'à part quelques-uns, il y a eu si peu de voix pour s'inquiéter de tout ce qui se passe.
Alors l'un des moments peut-être les plus justement paradigmatiques de justement ce que vous venez de dire, votre critique de la gestion de la crise sanitaire en France, nous vient d'un rapport sénatorial qui a été publié à l'été 2021 et dans lequel on pouvait lire notamment, entre guillemets, « Si une dictature sauve des vies pendant qu'une démocratie pleure ses morts, la bonne attitude n'est pas de se réfugier dans des positions de principe ». Et donc, 8 mois après environ, qu'est-ce que cela vous inspire-t-il ? Ouais, c'est une très bonne question parce que ce rapport, personne n'en a parlé, très peu de gens en ont parlé, alors que pour moi, c'est un signe, quoi, qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre démocratie. Parce qu'en effet, donc de ce rapport, il y avait cette phrase absolument sidérante qui en fait relativisait la démocratie, qui disait en gros, si une dictature ça fonctionne, il faut peut-être voilà. Et je pense que ça dit quelque chose, d'une part encore une fois du fait que la démocratie est en train d'être relativisée dans la réponse aux crises. Finalement, on se dit que face aux crises, il faut des états d'exception qui sortent du cadre démocratique. Ça dit aussi quelque chose de l'attrait des régimes autoritaires aussi, qui voilà. Mais il y a aussi quelque chose de plus fondamental, c'est une forme d'utilitarisme. Et vous savez, ça a toujours été quelque chose qui a été présent dans le libéralisme, l'utilitarisme. Il y a une école utilitariste, que je vous apprends rien en vous disant ça. Et pour moi, l'utilitarisme est une chose effrayante parce que c'est quelque chose qui consiste à tout voir sous le prisme de l'efficacité, de qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et à partir du moment où on rentre dans cette logique, la question des grands principes, voilà, la question des grands principes, de quels sont les principes fondamentaux qui régissent une société, cette question-là, elle disparaît en fait. Et moi, ce que je dis encore une fois, c'est que la République, l'idée républicaine, c'est des grands principes en fait. C'est ça qui, je pense, est la grande trouvaille de la République, c'est l'idée qu'on construit un régime politique qui se fonde sur des principes fondamentaux et on construit ensuite un régime juridique, voilà, l'état de droit, la Constitution, etc., qui se fonde mais sur ces droits fondamentaux. Donc c'est pas du positivisme en fait, c'est pas du tout ça. Ça se base sur l'idée des droits naturels, de vraiment l'idée républicaine qui est pour moi l'idée la plus importante que la France ait jamais apportée à la France et au monde, du coup. Et en fait, c'est cette idée-là qu'on est en train d'abandonner. Moi, je crois vraiment... Moi, je parle d'abandon. Hein, je crois pas qu'on vit quelque chose de provisoire. Je pense qu'on est dans un champ de ruines démocratique, tout ce qu'on veut. Et en fait, on est en train d'abandonner cette idée qu'on a une société, un système politique fondé sur les grands principes, et au premier rang desquels, évidemment, la liberté. C'est Clémenceau qui disait que la République, c'était... la liberté, et que l'autorité dans une république, c'était la garantie du droit à la liberté de chacun. Voilà. Alors il y a peut-être un côté un peu libertaire. Alors, Clémenceau n'était pas libertaire, mais il y a peut-être plus Proudhon d'ailleurs qui avait cette vision-là aussi d'ailleurs. C'est intéressant, mais je crois que cette idée d'un absolu de la liberté. Alors avec ses inconvénients évidemment, moi je crois que cette idée-là elle est fondamentale, et je pense que la République, moi je crois qu'il y a un côté profondément libertaire dans l'idée républicaine, j'en suis convaincu, et c'est ça qu'on abandonne complètement en mettant en place une société, voilà, à la fois utilitariste mais aussi voilà, d'ordre, d'autorité. Et quand on voit, d'ailleurs c'est beaucoup plus large que le Covid, parce que quand on voit vous regardez les candidats à la présidentielle, la majorité d'entre eux proposent des solutions sécuritaires extrêmement fortes, extrêmement dures, extrêmement autoritaires. Et on voit bien que c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Et d'ailleurs, moi, je pense, c'est ma thèse, qui vient de la société d'abord. Donc voilà, il y a de quoi être inquiet, je pense, par tout ce qui se passe aujourd'hui. Alors, vous regrettez notamment dans votre livre que le conseil scientifique ait eu trop d'influence sur les décisions politiques. Pensez-vous, comme Feyerabend, qu'il faudrait séparer la science de l'État, ou de manière moins provocatrice comme Max Weber, que le savant et le politique doivent évoluer dans deux réalités distinctes? Ah, totalement. Ah, mais il faut une séparation stricte et radicale entre la science et l'État et le politique, moi je dirais, et le politique. Pour une raison très simple, c'est que d'abord, la réponse la plus basique possible, c'est que la science, ce n'est pas de la politique, voilà. Et la politique, ce n'est pas de la science. Et la raison est toute simple, c'est que la science va s'intéresser à comment éradiquer un virus. Voilà, en gros, c'est ça. Mais le politique doit s'intéresser à plein d'autres sujets, doit prendre en compte des considérations d'ordre économique, social, éthique, démocratique, psychologique, ou que sais-je encore. Donc, tout un tas de considérations qui sortent complètement du cadre scientifique. Voilà. Et le problème dans cette crise, c'est que les scientifiques ont dirigé la France, en fait, à la fois
par leur parole médiatique, on va dire, qui a été quand même très influente. Et voilà, quand vous avez les scientifiques qui, dans les médias, vous disent il faut enfermer les Français, il faut mettre des passes. Vous savez, la fameuse expérience de Milgram montre bien que la parole scientifique est vue comme quelque chose de tellement supérieur à toutes les autres qu'on s'y conforme. Donc ça a joué un rôle. Et puis vous avez parlé, le Conseil scientifique qui a non seulement donné des analyses de la situation, mais qui a aussi fait des recommandations. On ne le dit pas assez, mais il donnait tout un tas de recommandations avec leurs préférences. Et leurs préférences, elle est toujours dans le plus dur, le plus antidémocratique, etc. Et encore une fois, un scientifique n'a pas de culture... si, d'ailleurs, il peut y avoir des scientifiques qui ont une culture démocratique et qui sont aussi des citoyens. Mais là, je trouve que les scientifiques ont été particulièrement irresponsables dans cette crise parce qu'ils ont proposé des choses qui sont d'un point de vue politique, folles. Et encore une fois, revenons au confinement. Et là aussi, je m'étonne que si peu de voix l'aient dit, c'est que le confinement, c'est un état policier qui se met en place. C'est un état policier qui se met en place, c'est un pays qui devient une sorte de prison. Alors évidemment, c'est un peu exagéré de dire ça, mais voilà, où tout d'un coup, l'État, et ça c'est quelque chose que j'ai découvert, par exemple, je ne savais pas que l'État avait le droit de faire ça. Voilà, je ne savais pas. Et on a découvert que l'État avait le droit de dire aux citoyens, vous ne pouvez pas sortir à telle heure, vous ne pouvez pas... Voilà, et si vous sortez, vous posez le pied dehors, vous contrevenez à la loi et vous serez puni. Voilà, il y a même des gens qui ont fait de la prison ferme parce qu'ils ont violé à plusieurs reprises le confinement. Mais ça, c'est pas possible dans une république. Un confinement comme ça, c'est inimaginable. Et pour moi, tout ce qui se passe après, c'est lié à cette faute originelle d'avoir accepté demandé même, parce que les Français ont demandé ça, d'avoir accepté une telle aberration qui, pour moi, est une destruction irréversible. Pour moi, c'est quelque chose. Le confinement est une chose irréversible. Pour moi, c'est une destruction de tous nos principes, de notre manière d'envisager la politique, de notre manière d'envisager ce qu'est de vivre dans un pays. Enfin, c'est quelque chose pour moi d'irréversible. Et je pense que tout ce qui se passe après, même l'idée du pass, on y reviendra peut-être, n'est possible que parce qu'il y a eu ça, quoi, et qu'on a accepté une telle aberration. Et d'ailleurs, ça a permis au gouvernement de faire du chantage à la liberté après. C'est-à-dire de dire... vous ne pouvez vivre qu'avec un pass, sinon on vous reconfine. Oui. Sinon c'est le reconfinement. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte, c'est un gouvernement en fait qui menace d'enfermement ses citoyens. Et je suis désolé, mais quelle que soit la gravité de ce virus, et je suis de ceux qui ne minimisent absolument pas ce virus, moi-même j'en ai souffert, j'ai eu une forme assez grave de ce virus, donc je ne le minimise pas du tout, et le vaccin est une très bonne chose, donc c'est pas du tout mon sujet, mais laisser un gouvernement faire menacer ses citoyens d'enfermement, ce n'est pas possible. Ça, c'est dans une dictature. C'est pas dans un pays libre. Voilà. Et en fait, parce qu'on a accepté ça, le gouvernement, après, et c'est dans les esprits, on a intégré l'idée d'un confinement, que des gens soient enfermés chez eux, était possible. Et ça n'est pas possible. Et je reviens à votre question, et je fais en une phrase, voilà, c'est le rôle des scientifiques a été majeur dans cette histoire. Et pour moi, ils ont très gravement fauté. Alors justement, vous jugez inouï donc le consentement de la population française aux mesures sanitaires. Mais en fait, on a vu qu'elles avaient été acceptées à peu près de la même manière partout dans le monde où en fait de telles mesures ont été décidées. Et même dans certains pays qui avaient suivi la stratégie zéro Covid d'une manière encore plus drastique. Comment est-ce que vous expliquez ce consensus ? Alors, oui, c'est une vraie question. Remarquez quand même que la France, il y a eu un consentement encore plus grand que dans les autres pays. Il n'y a pas eu de manifestations. Les premières vraies manifestations, c'est cet été. Par rapport au pass. Il n'y a pas eu de manifestation par rapport au confinement, au couvre-feu, au masque en extérieur, parce qu'on pourrait parler aussi du masque en extérieur, c'est une folie. Mais donc, il n'y a pas eu de manifestation par rapport à tout ça. Donc, il y a eu non seulement un consentement, mais moi, je crois qu'il y a même eu un plébiscite. Quand on regarde, j'ai fait attention à regarder bien tous les sondages. Voilà, il y a vraiment un plébiscite pour à peu près toutes les mesures, sauf en janvier 2021, où là, en effet, il y a une lassitude dans la population. Ça reste majoritaire, mais il y a une lassitude. Et c'est pour ça que Macron, d'ailleurs, ne reconfine pas. Donc, moi, je crois que ça, c'est le point fondamental de cette crise, c'est qu'en gros, les premiers responsables, c'est nous, c'est les citoyens d'avoir plébiscité les mesures les plus autoritaires, les plus restrictives, et qui fait que le gouvernement n'avait aucune limite. Et d'ailleurs, si le gouvernement en est venu, il y a quelques mois, à insulter des millions de Français, c'est qu'il s'est senti permis de le faire. Il ne l'aurait pas fait, sinon, s'il ne sentait pas qu'il y avait un gain politique à le faire. Hein, voilà. Donc, encore une fois, c'est d'abord la réponse à une demande sociale, et les citoyens sont d'abord responsables. Moi, je crois que c'est encore une fois ce qu'on disait, c'est-à-dire que ce que j'appelle, alors ça vaut ce que ça vaut, mais idéologie du safe, c'est-à-dire qu'on est rentré aujourd'hui dans un nouveau paradigme
dans lequel c'est la protection, la sécurité, la prévention et le safe, donc qui est le paradigme prédominant de nos sociétés, à la fois de nos dirigeants, mais aussi de l'opinion publique, en quelque sorte, et que, par conséquent, que ce soit dans les cas de crise ou face à des menaces, on va dire, plus diffuses, d'ailleurs, c'est ce paradigme-là qui va dominer. Là où il y a encore peut-être 30 ans, 20 ans, 30 ans, en tout cas peut-être avant toute la vague des attentats, il y avait encore cette idée qu'il fallait un équilibre entre des mesures de restriction et puis en même temps la question des libertés publiques. Et, je veux dire, même face au terrorisme dans les années 2000, il y avait ce questionnement quand même qui se posait, c'est-à-dire il faut faire attention. Et on voyait les États-Unis, on voyait leurs dérives, il y avait beaucoup de critiques dans les pays européens qui disaient non, nous on ne veut pas ce modèle-là, Guantanamo, etc. Il y avait quand même ces réflexions-là qu'il n'y a pas eu pendant le Covid. Donc là, le fait qu'il y ait eu une absence à peu près totale de réflexion sur le fait est-ce que la fin justifie tous les moyens, il faut faire attention à cet équilibre-là. Il y a des juristes évidemment qui sont là, mais ça dit quelque chose de ce changement de paradigme qui est aujourd'hui, je crois, assez réversible. Et il suffit de voir par rapport à la sécurité, l'insécurité où, je veux dire, du centre, on va dire, à l'extrême droite, tous les candidats proposent d'une manière ou d'une autre de sortir d'état de droit pour résoudre les problèmes de sécurité. Et ça, normalement, dans un pays démocratique, encore une fois, on devrait refuser ça. Et donc, je pense que ça dit quelque chose du paradigme qui s'impose aujourd'hui, et encore une fois, de la disparition des libertés comme paradigme principal et moteur de notre société démocratique. Alors, vous l'avez un petit peu effleuré dans votre dernière réponse, mais est-ce que la crise sanitaire a davantage révélé un État qui se pliait aux angoisses de sa société, ou bien une société qui s'est docilement comportée comme l'ordonnait l'État? Non, c'est ce qu'on disait, le premier. Moi, je pense que c'est le... Vous savez, moi, je pense que le politique, son but, c'est de se faire... C'est des gens assez médiocres, et leur but, c'est de se faire réélire. C'est ça qu'ils veulent. C'est pas ce qu'il faut. Ils veulent se faire réélire, et et d'ailleurs, si pour se faire réélire, il faut donner plus de liberté aux Français, ils l'auraient fait. Enfin, vous voyez, donc non, moi je crois vraiment que ça vient des Français qui, encore une fois, réclament ces mesures-là. Je cite, je crois, dans le livre, un sondage qui était paru après les attentats, je crois, du Bataclan, où 95% des Français voulaient des mesures fortes qui soient restrictives de leur liberté pourvu qu'elles soient efficaces, quoi. Voilà. Donc moi je crois que c'est vraiment le sujet fondamental, c'est le fait que c'est les Français d'abord qui ont initié ça et qui veulent des mesures. Et le pass, par exemple, cette mesure folle, totalement anti-républicaine, a été majoritairement soutenue par les Français qui voulaient ce pass pour se sentir protégés. Voilà, on a un pass, on est un bon citoyen, on est protégé. Et ceux qui n'ont pas de pass, en plus le pass c'est un bon moyen de savoir qu'il y a un bon et un mauvais citoyen. Oui. Le pass c'est très bien parce que ça permet de dire les mauvais citoyens, c'est ceux qui n'ont pas de pass, et ça devient des gens qui sont écartés de la citoyenneté. Donc quelque part le pass c'est presque un permis de citoyenneté, si on peut dire, mais en tout cas voilà, il y a ce côté assez jouissif pour certains de se dire moi je suis un bon citoyen, et celui qui n'a pas de pass est un bon citoyen. Mais ça permet de revenir à moi je pense qu'il y a la question fondamentale que peut-être je n'aborde pas assez dans le livre, mais qui aujourd'hui me tracasse beaucoup, en tout cas, c'est en fait la question de l'état de droit. Parce que, en fait, et donc on en revient à l'idée républicaine, c'est que, au fond, l'état de droit républicain, c'est quelque chose à la fois qui est censé nous protéger de l'arbitraire du pouvoir, mais aussi de nous protéger nous-mêmes contre nos volontés d'asservissement. Voilà, il y a quelque chose de très anti-populiste dans la République. Moi, je crois, je suis pas du tout populiste. Moi, je suis quelqu'un de très modéré. Voilà, sur tout ça, c'est qu'en gros, l'état de droit est là pour nous protéger aussi un peu contre nous-mêmes. Et moi, je reprends un peu la phrase de Rousseau. Vous savez, quand il dit que le contrat social, c'est en gros de forcer. Ça n'est rien d'autre que forcer les Français à être libres. Moi, je reprends cette phrase, mais je vais plus loin. Je pense parce que chez Rousseau, il y a quand même cette idée de contrat social qui est restreint. Rousseau est pas assez libéral pour moi. Libertaire peut-être plutôt, parce que je ne suis pas libéral économiquement, donc c'est un peu complexe. Mais l'idée de forcer les gens à être libres, moi, je crois que c'est fondamental. Je pense que c'est au cœur de la République. Et c'est pour ça qu'on a une déclaration des droits, on a quand même un système juridique fondé sur les droits fondamentaux, la garantie des droits. C'est que, en gros, il s'agit vraiment de se dire que le modèle
modèle politique est fondé sur le fait que les citoyens ont des droits et qu'on ne peut pas attenter comme ça à ces droits. Ils sont inaliénables. Et c'est aussi contre eux-mêmes parce que des fois, les Français peuvent être... et ça, c'est toute la réflexion qui vient de la Boétie, mais pas seulement, qui a été beaucoup actualisée après, sur l'idée que forcément, il y a toujours une tentation autoritaire. Quand Dostoïevski écrit les frères, la fable du grand inquisiteur, moi je crois que Dostoïevski est du côté de l'inquisiteur. Moi j'en suis convaincu que fondamentalement Dostoïevski dit les gens ne veulent pas être libres, ils ne veulent pas de la liberté, et que le Christ finalement dans sa fable c'est lui qui a tort. C'est lui qui a tort de vouloir penser que les gens veulent la liberté, veulent choisir. Et donc cette réflexion-là, je pense qu'elle est tout à fait fondamentale. Mais pour moi, la République l'avait résolue, cette histoire. L'avait résolue avec ce système de constitution, de garantie des droits, etc. Et en fait, c'est ça qu'on est en train de voir disparaître. C'est ce système-là. Moi, je pense que c'est la République qu'on est en train de voir disparaître, en tout cas telle que l'ont envisagé nos ancêtres, c'est-à-dire un édifice philosophique, politique, juridique, qui protège les droits des citoyens. Et c'est ça le fondement de la République. Et d'ailleurs, quand je vois les républicains aujourd'hui ne parler que d'ordre, d'autorité, pour moi, ils n'ont rien compris à ce qu'est la République. La République, c'est les droits fondamentaux. L'ordre, l'autorité, c'est l'Ancien Régime. Voilà. Et c'est ça, moi aussi, qui m'inquiète, c'est qu'on a finalement un pouvoir qui dit être citoyen, c'est avoir des devoirs avant d'avoir des droits, ce qui est une folie. C'est l'idée d'un régime autoritaire. Gabriel Attal, Emmanuel Macron l'ont dit, c'est des devoirs avant des droits, mais ils ne se rendent même pas compte. Moi, je pense qu'ils ne se rendent même pas compte de la gravité de ça. Parce que ça, c'est un régime autoritaire où des droits sont conditionnés à des devoirs. Non, la République, c'est des droits inaliénables, inaliénables et imprescriptibles. Et au premier rang desquels, l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est le premier, c'est la liberté. Voilà. Et encore une fois, c'est ça qu'on est en train de voir disparaître. Alors, on me dit, depuis que j'ai une parole un peu publique là-dessus, on me dit, c'est exagéré, vous êtes dans une parano quasi complotiste. Moi, je ne crois pas, parce que quand un gouvernement censé être centriste, libéral, dit des choses pareilles, il faut s'en inquiéter, parce que si demain l'extrême droite arrive au pouvoir, imaginons ce qui va se passer. Enfin, je veux dire, ils ont à leur disposition à la fois une prédisposition mentale, des outils. C'est effrayant. Il y a de quoi vraiment être effrayé. Et puis alors, un second mandat Emmanuel Macron, moi, je serais tout aussi inquiet. Alors vous soulignez, et c'est difficile de vous donner tort, comment la peur étouffe l'esprit critique. Vous vous appuyez sur ce point sur Deleuze, qui écrivait, donc je cite, « Les pouvoirs établis ont besoin de nos tristesses pour faire de nous des esclaves. Le tyran, le prêtre, les preneurs d'âme ont besoin de nous persuader que la vie est dure et lourde. Les pouvoirs ont moins besoin de nous réprimer que de nous angoisser. » Mais on se rend compte également que toutes les peurs ne se valent pas. Par exemple, les écologistes n'arrivent pas vraiment à faire peur sur la peur climatique. Les féministes n'arrivent pas vraiment à faire peur sur les violences sexuelles et comment. Enfin, j'ai pas l'impression que ça marche autant qu'elles voudraient. Voilà. Et voilà, ces peurs-là ne marchent pas aussi bien sur l'opinion que la peur des pathogènes, de l'immigration incontrôlée ou encore des attentats islamistes. Pourquoi, à votre avis ? C'est une très bonne question. C'est vrai que Deleuze avait bien vu l'idée que, et il dit ça, il dit le pouvoir administre les petites terreurs, nos peurs, et n'a plus besoin, comme vous le disiez, d'être dans la répression ou quoi que ce soit, mais plutôt de manipuler nos peurs intimes, nos terreurs, nos inquiétudes. Je pense qu'il y a de ça aussi. Moi, là-dessus, je suis assez partagé, parce que d'une part, la peur est un sentiment assez logique, assez normal, et il ne s'agit pas de critiquer le fait d'avoir peur du climat, d'avoir peur d'un virus, d'avoir peur de l'insécurité, etc. Il faut aussi comprendre ces peurs. Le problème, c'est que à partir du moment où la peur s'installe, forcément la raison disparaît un petit peu, et on en vient évidemment à l'irrationalité, et donc l'acceptation de mesures qui sont d'un point de vue rationnel inacceptables, et c'est ça qui en effet est inquiétant. Maintenant, évidemment, la question climatique, pour moi, elle est centrale. Je suis loin d'être... je suis pas du tout anti-écolo, au contraire, la question climatique est centrale. En fait, la question n'est pas tellement
quelles sont les peurs qui dominent plus que d'autres, c'est en fait la réponse politique à toutes ces peurs et à tous ces sujets. Parce qu'encore une fois, sur le climat, il y a tout un courant qui voudrait... Il y a même des gens qui maintenant recommandent des confinements pour lutter contre le climat. Donc en fait, la question qui se pose, c'est... Et je pense que c'est un questionnement que les politiques devraient avoir dans le cadre de leur campagne. Enfin, on ne parle pas du tout de liberté dans cette campagne. On ne parle pas de pas grand-chose d'ailleurs, mais bon, c'est vrai que c'est un peu dommage. Mais se dire, bon, il y a toutes ces crises-là, comment on peut faire pour les gérer démocratiquement ? Et c'est ça, en gros, le questionnement qui n'est pas mené aujourd'hui, c'est-à-dire que quel que soit le sujet, parce qu'on pourrait parler aussi, en effet, du féminisme et de, par exemple, toute la vague MeToo, qui était une vague très intéressante. Et moi, je pense qu'elle était très compréhensible et c'est une cause qui est magnifique et qui est forte et qu'il faut défendre, évidemment. Mais en revanche, on a vu ce qui s'est passé, c'est-à-dire que, et on peut le lier à ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que, au nom de l'efficacité de cette lutte, on a tourné le dos à des principes fondamentaux. La question de la présomption d'innocence, c'est pas un principe de droite, c'est un principe de gauche, la présomption d'innocence, parce que c'est ce qui permet de protéger l'accusé de l'arbitraire du pouvoir et de se dire qu'il y a un système d'état de droit dans la justice qui se met en place et qui garantit vos droits jusqu'au bout. Alors évidemment, il y a des situations dans lesquelles c'est les oppresseurs, entre guillemets, qui en bénéficient. Mais c'est un principe fondamental et si jamais on touche à ce principe, c'est tout notre système juridique protecteur des droits qui s'effondre. Et le fait d'avoir en partie renoncé à ça dans toute la vague MeToo, par exemple, est très inquiétant parce qu'on a tourné un peu le dos à un principe, encore une fois, qui est fondamental. Et d'ailleurs, moi, c'est une réflexion plus générale qui peut-être s'écarte un peu du sujet, encore que, mais je m'étonne que c'est vrai qu'on voit la gauche aujourd'hui est très punitive, très autoritaire, très répressive. Elle réclame plus de comment dire elle critique le laxisme de la justice. Elle demande plus de punitions, plus de peines de prison. Elle s'étonne par exemple l'envie de pénal. En fait. L'envie de pénal. Elle est contre la liberté d'expression. Alors, moi, je peux comprendre, parce que c'est vrai que quand aujourd'hui, on entend que le grand remplacement devient un sujet mainstream, on peut être qu'effrayé par ça. Mais la solution n'est pas la censure, c'est ça que le sujet. Mais, donc, la liberté d'expression, maintenant, c'est une gauche qui veut la censure, qui est assez restrictive, assez réactionnaire, en fait. Et moi, je dis toujours que... Alors peut-être que je me suis découvert une âme un peu de 68 art dans cette histoire, mais la gauche, dans les années 70, elle voulait la fin des prisons. Elle voulait la fin des prisons, elle voulait des systèmes de réparation lors des dommages causés qui sortent du cadre pénal de l'État, etc. Elle était libertaire, liberté des mœurs, elle allait trop loin d'ailleurs. Il faut aussi voir les erreurs que cette gauche a faites là-dessus, mais... Globalement, il y avait une gauche libertaire, en fait. Il y avait une gauche qui au fond, défendait les droits, les libertés. Et c'est vrai que cette gauche a disparu. Alors moi, je pense que c'est à la fois le retour d'un vieux marxisme un peu autoritaire, et mêlé à une sorte de puritanisme anglo-saxon, un peu curieux, et qui fait que c'est un ordre moral, une sorte d'ordre moral, puritain, qui s'est installé, et dont la cause est juste. Moi, par exemple, on parle beaucoup du wokisme, des woke. Moi, je pense que les woke ont raison. Je pense qu'ils ont raison sur leur analyse de la société. Il y a des discriminations systémiques, c'est une évidence. Moi, j'ai travaillé en entreprise, je continue de travailler en entreprise, mais j'ai travaillé en entreprise, j'ai vu ça. En France En France. Moi, j'ai vu ça. J'ai vu une personne maghrébine va être moins embauchée, a moins de chances d'être embauchée qu'un... C'est un fait social. Donc moi, c'est mon avis, moi, après. Mais en quoi vous pouvez être sûr qu'elle n'a pas été embauchée parce que maghrébine ? Que la cause, c'est parce qu'elle est maghrébine ? Parce que les faits sociaux sont tels que quand il y a des faits majoritaires, on va dire, qui sont, on va dire, qui se reconnaissent un peu partout dans les entreprises, il y a quand même un faisceau d'indices. Et puis moi, j'ai vu aussi des remarques de collègues qui n'étaient pas racistes du tout, mais il n'a pas les codes, etc. Et en fait, c'est des choses qui, je pense, sont vraies. Alors peut-être qu'il faut être nuancé un petit peu, je suis d'accord, mais globalement, c'est vrai. Mais en revanche, là où je ne suis pas d'accord avec le mouvement woke, c'est ce puritanisme et cette volonté de répression. Voilà. Quand il s'agit de menacer, de vouloir faire virer la moitié des gens en université, et c'est ça, moi, que je critique. C'est plutôt la réponse punitive, réactionnaire, en fait. Au fond. C'est très réactionnaire. Et
très liberticide au fond. Voilà. Et pour quelqu'un qui défend les libertés comme moi, c'est vrai que je suis un peu inquiet par ça parce que la droite est sécuritaire, autoritaire, la gauche est punitive. Où sont les voilà. Bon, alors vous nous emmenez très loin là, parce pardon, que désolé. Non, mais attendez, mais justement, les sujets woke nous passionnent avec Peggy. Et je pense qu'on aurait un certain désaccord avec vous. Je fais juste une mini parenthèse quand même sur les woke parce que j'ai envie. Je crois quand même que le problème du mouvement woke, c'est qu'il est plus militant que scientifique et qu'il ne cherche pas une vraie compréhension des phénomènes, en tout cas tels que nous. On a pu l'observer aux États-Unis ou en Angleterre. Un mouvement qui s'intéresserait vraiment à la compréhension objective et de bonne foi des phénomènes serait intéressant. Moi, je vois plutôt un mouvement qui a déjà trouvé sa conclusion avant de faire l'analyse. Donc, mais je ferme la parenthèse. Moi, je comprends ce que vous dites. On observe, il y a des phénomènes sociaux qui sont également présents. Mais le wokisme empêche, en fait, d'en parler avec sang-froid. Non, moi je suis pas d'accord. Je peux répondre rapidement. Parce que on pourrait en dialoguer. Moi j'aimerais beaucoup. Moi c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, mais avec ces gens c'est impossible. Oui, alors ça je suis d'accord. Le côté non, moi je suis complètement d'accord sur le fait que c'est un militantisme très intolérant, très. Et surtout qu'ils ne cherchent pas la vérité. Encore une fois, oui, non. La traduction politique en fait est très intolérante, très puritaine, très le bien, le mal, et refuse totalement le débat et la discussion. Et on doit s'en inquiéter. Et notamment à l'université, parce qu'encore une fois, on ne peut pas accepter que des gens réclament la démission. C'est pas possible, ça. Il faut faire très attention. Mais en revanche, je crois que scientifiquement, par exemple, l'intersectionnalité est une chose fondamentale du point de vue des sciences sociales. C'est vraiment c'est des gens très sérieux qui réfléchissent là-dessus, qui étudient ça. Alors après, on peut critiquer la traduction politique, et moi-même je le fais d'ailleurs, je le fais. Mais en revanche, scientifiquement, je veux dire, c'est des champs en fait, c'est des champs assez nouveaux. On les connaît bien avec les décennies. Oui, je sais que vous connaissez tout ça beaucoup mieux que moi, mais je crois vraiment beaucoup mieux. Mais je crois que c'est quand même des champs universitaires, etc., qui sont quand même fondamentaux et qui regardent les faits sociaux sous un regard assez neuf. Et je pense qu'il faut s'y intéresser parce qu'encore une fois, je crois que la question des discriminations, des systèmes de domination, en gros, notamment dans le monde capitaliste qui est le nôtre, c'est quelque chose qui est fondamental. Et on ne peut pas s'extraire de ces grilles d'analyse qui, je crois, sont fortes et il faut les regarder de près. Après qu'il y ait des dérives, et puis alors après il y a des délires absurdes dans les traductions militantes de tout ça qui me font plus sourire que m'inquiètent, encore une fois, mais ça je suis complètement d'accord avec vous. Mais en revanche, scientifiquement, du point de vue encore une fois de l'analyse des faits sociaux, moi je pense que ce que Bourdieu avait initié là-dessus, et je pense que c'est des choses qui sont assez fondamentales, et tous les héritiers, parce que finalement tous ces gens-là sont globalement les héritiers de Bourdieu, beaucoup plus que Foucault d'ailleurs, mais voilà, mais c'est plutôt c'est quand même Bourdieu, c'est une révolution du champ universitaire. Enfin, Bourdieu a révolutionné la sociologie. Enfin, il a même créé sa propre et c'est quand même des acquis scientifiques en sciences sociales qui sont très importants. Donc moi je serais plus nuancé sur voilà. Maintenant sur la traduction politique, je suis assez d'accord avec vous. Il y a une intolérance, un côté vraiment, et alors on voit ce qui se passe aux États-Unis, c'est effrayant, mais il faudrait pas que la réponse, juste en une phrase, il faudrait pas que la réponse au wokisme soit aussi woke elle-même, parce que moi je trouve qu'à droite, par exemple récemment il y avait un humoriste qui a fait une blague horrible sur Éric Zemmour, une blague horrible vraiment liée au Bataclan, etc. Et alors toute la droite a demandé qu'il fasse de la prison quasiment. Non, la liberté d'expression c'est pour tout le monde, il faut accepter la liberté, voilà. Et je pense que la droite aussi en fait est tout aussi intolérante que cette gauche très puritaine, et la droite aussi elle veut interdire les rappeurs. Dès qu'il y a un rappeur qui insulte la police, ça y est, il faut l'interdire, etc. Non, la liberté d'expression c'est très important. Aux États-Unis, il y a toutes les législations qui sont en train de passer en réaction au woke. Ils purifient les bibliothèques. C'est tout aussi liberticide en fait. Sûr, hein. Et donc il faut faire attention, je pense, à ça. Mais c'est pas facile. Je pense que encore une fois c'est la question des libertés qui est derrière. Donc on est toujours sur le même sujet. Je crois qu'on refera une session consacrée au wokisme parce que non, mais moi j'aurais beaucoup de choses à vous répondre là, mais on n'a pas du tout le temps. Donc... Alors pour vous, la crise sanitaire, donc voilà, on l'a compris, a révélé l'un des pires moments liberticides de notre histoire récente. Et quelle serait selon vous une période exemplaire à ce niveau-là ? C'est une bonne question. Moi je dirais en France. Oui.
Mai 68, c'était formidable. Alors, ce qui est particulier, pas pour c'est tout que... le monde. Hein. Alors, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, c'est intéressant parce que je parlais récemment, je débattais récemment avec Romain Goupil. Donc, alors, lui, il avait 16 ans, je crois, à l'époque, mais voilà. Et je lui disais, mais comment ça se fait moi, le Romain Goupil de 68 me manque. Aujourd'hui, vous êtes pour les restrictions à tout va, il faut tout interdire, etc. Et voilà. Et il m'a fait une réponse qui m'a intéressé, c'est qu'il a dit, mais à l'époque, moi, j'étais beaucoup plus bolchevique que libertaire. Donc je pense que il y avait ce côté à 68 qui était en fait assez intolérant, très trotskiste, mais très on va dire pas forcément libertaire, mais il y avait aussi un courant. Alors il y avait à la fois la révolution, en tout cas ouvrière, etc., qui est très intéressante, mais il y avait un courant libertaire. Et moi je trouve que c'était une période intéressante parce que en fait c'est un moment où finalement c'est venu de la société, quoi. C'est venu de la société. Il y a eu on en a marre, quoi, du conservatisme, de l'ordre moral. C'était moins, d'ailleurs, moi je pense, c'était moins contre De Gaulle que contre, à la fois contre leurs aînés, c'était vraiment quelque chose d'assez général. Et je trouve que c'était intéressant parce que ça venait de la société. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que les libéraux de l'époque, donc comme Raymond Aron, par exemple, étaient contre mai 68. Et c'est ça pour moi le grand paradoxe des libéraux, c'est qu'au fond, ils ont toujours été beaucoup plus conservateurs que en tout cas que libertaires, ça c'est sûr, et qu'au fond, si les libéraux aujourd'hui défendent les mesures de restriction, moi ça m'étonne pas tellement, mais passons. Mais c'est vrai que il y a eu à ce moment-là, et ensuite dans toutes les années 70, des choses passionnantes. Enfin vraiment, encore une fois, toutes les réflexions sur la prison, moi je trouve que c'est intéressant parce que c'est vraiment, encore une fois, et Foucault a été formidable là-dessus parce que par ses travaux, il a complètement changé en fait, il a complètement on est sorti du marxisme avec Foucault, en gros. On est complètement sorti du marxisme. Foucault était le premier à dire, mais le peuple, c'est le premier qui voudra servir. Donc, il faut sortir des logiques de pouvoir, en fait. Et je trouve que tout ce courant-là, qui est allé de 68, mais donc de Foucault, Derrida, et puis jusqu'à Deleuze, finalement. Deleuze est un peu le dernier de cette école-là. Moi, je la trouve fascinante. Alors, Deleuze, moi, je suis pas d'accord avec Deleuze sur sa société de contrôle. C'est pour ça que moi, je préfère ces disciplines. Il y a un côté un peu complotiste dans la société de contrôle. Et quand on écoute Deleuze, il est fascinant, il est passionnant, et il nous manque un Deleuze aujourd'hui, mais il y a un peu de ça, quoi. Mais Deleuze voyait bien le rapport, le fait que les entreprises rentraient dans cette logique de contrôle, le marketing, tout ça, il voyait très bien ça. Et moi c'est ça, je me sens assez proche, finalement, tout ce courant-là, voilà, et qui a totalement disparu aujourd'hui, totalement. Et qui, aujourd'hui... représente ce courant de pensée. Aujourd'hui, on a les penseurs marxistes, Badiou, Rancière, qui sont passionnants, que moi j'admire, mais Chomsky, Zizek, etc., mais qui n'ont rien vu dans ce qui se passe depuis 2 ans, rien. Ils ont même défendu les mesures de restriction. C'est une question d'âge aussi. Ces gens vieillis, quoi. Ouais, c'est une question d'âge. Alors, c'est vrai on peut dire que c'est une question d'âge. Chomsky, il y a ce passage que je trouve très intéressant où, justement, vous vous étonnez de la réaction de Chomsky, mais Chomsky, il est extrêmement vieux aujourd'hui, quoi. Et c'est vrai que l'âge peut jouer un rôle. Après, moi, je pense que c'est plus que ça, parce que moi, je pense qu'il y a un côté communiste dans le confinement, c'est une mesure communiste, collectiviste, au nom du collectif. L'individu s'efface devant le collectif, au nom de la solidarité, au nom du... Voilà. Donc, je pense que les marxistes se sont plantés parce qu'ils ont finalement, ça les choquait pas. Des restrictions au nom du bien commun. Enfin, des restrictions pour l'individu au nom du bien commun. Et c'est là où Foucault était génial, c'est que Foucault, c'est l'individu qui l'intéresse. C'est l'individu, c'est la potentialité de l'individu, c'est ça qui intéresse Foucault. Et ce qui est intéressant, c'est que ceux qui ont vu juste Agamben, alors moi, je trouve qu'Agamben, là, dérive un petit peu, là, c'est depuis quelques mois, voilà, mais ça a été quand même le grand penseur de ce qui se passe. Agamben, c'est pas un marxiste, c'est un foucaldien. Et je pense que c'est pas un hasard. Et même Barbara Stiegler, qui, je trouve, a été globalement assez admirable dans cette crise. Elle est de la tradition critique, Foucault, etc. Et je pense que c'est pas un hasard. Donc, moi, je trouve, voilà, c'est ça qui nous manque. Et on est dans une époque follement autoritaire, disciplinaire, conformiste. Très conformiste, très conformiste. Moi, je ferais quand même une distinction entre l'autorité, disons ce que vous appelez presque dictature, et le soutien qu'apportent des institutions. Moi, la critique que j'aurais à faire à Foucault et tous ceux que vous avez cités, c'est que ils ont un petit peu jeté le bébé avec l'eau du bain, comme si toute institution, quelle qu'elle soit, était porteuse de contraintes et d'enfermement, de pression, alors qu'une institution, quand elle n'est pas perverse, c'est d'abord
une structure qui nous permet déjà de vivre ensemble et éventuellement même d'être plus libres. Bon, voilà. Et ça, ils ont détruit beaucoup de choses en apportant ces idées. Et pour moi, ils ont laissé un grand vide qui aujourd'hui est rempli par l'envie d'ordre. Parce que quand les institutions s'érodent, les institutions disons positives et qui ne sont pas trop surplombantes, quand elles s'érodent, eh bien on va aller chercher l'État. C'est très intéressant. Moi, je pense que l'attitude de Foucault et de tout ce courant-là, finalement, il est sain, parce qu'il faut toujours se méfier du pouvoir. Toujours se méfier du pouvoir. Toujours, je pense que c'est une attitude qui est très saine et qui est importante, parce que le pouvoir ne nous veut jamais forcément du bien. Et je pense que la méfiance envers le pouvoir est aussi une manière de dire au pouvoir, faites attention. Voilà, faites attention, n'allez pas trop loin, etc. Donc je pense que l'idée de Foucault qui est de déconstruire tout, moi je pense que c'est admirable parce qu'il le fallait, il le faut, et je pense que c'est à une époque où il fallait tout détruire. Il fallait tout détruire, tous les structures, etc., les mettre à nu. Mais vraiment Ah oui, moi j'en suis convaincu, il fallait le faire. Ça vaut et je pense qu'il faut le refaire d'ailleurs. Mais ça marche pour les gens qui ont des choses. Les gens qui n'ont rien, quand vous détruisez tout, ils ont encore moins. Je suis pas sûr que le pouvoir était particulièrement égalitaire à cette époque et encore aujourd'hui. Mais là où par contre je suis d'accord avec vous, c'est que moi je suis pas anarchiste. Je pense que j'ai un côté libertaire, oui, mais je suis pas anarchiste. Moi je suis républicain. Et je pense que ce que Foucault ne voyait pas, parce que je pense que c'était pas son courant de pensée, et que c'était à une époque aussi où voilà, je pense que c'était pas très à la mode de penser ça, mais moi je pense que en fait encore une fois, moi je pense que la République permet de résoudre tous ces problèmes. Moi je pense que moi, j'ai une vision très proudhonienne de la République la République, c'est la liberté, l'ordre qui découle de la liberté, et non le contraire. Non la liberté qui découle de l'ordre, qui est la vision conservatrice, réactionnaire, on va dire. Conservatrice ici. Oui, en tout cas en France. Pas chez les Anglais, peut-être. Ils diraient exactement ça, les Britanniques. C'est la liberté d'abord qui ensuite détermine. C'est la compatibilité entre les deux, mais les conservateurs les plus libéraux dans la sphère anglo-américaine, ils sont d'accord avec l'idée. Alors ça, c'est une idée qui est présente chez Hayek, qui s'applique aussi à l'économie, mais qui est celle d'ordre spontané aussi. Oui, c'est intéressant. Donc c'est une sorte d'anarchisme de droite. Et d'ailleurs, être un anarchiste, chez les penseurs néolibéraux, il y a pas que. Moi, je suis très contre le néolibéralisme, évidemment, mais il y a des choses intéressantes, notamment dans le côté libertaire chez certains néolibéraux, sur un certain nombre de sujets sociétaux, etc., et qui moi m'intéressent, et qui intéressaient Foucault d'ailleurs, qui intéressaient beaucoup Foucault. Et le dernier Foucault s'intéresse beaucoup au néolibéralisme, et il voit qu'il y a quand même des sujets intéressants là-dedans, mais là-dessus, je pense quand même que, en tout cas, pour moi, en tout cas, l'idée républicaine, voilà, qui est fondée sur l'individu, sur la liberté avant tout, sur la garantie des droits fondamentaux, c'est ça qui permet de résoudre tout. C'est-à-dire qu'une société dans laquelle on soumet l'individu à des conditions, à un ordre, c'est anti-républicain en fait, au fond. Et c'est pour ça que là, je ne suis pas anarchiste, je suis profondément républicain. Et alors évidemment, il y a toujours eu, et Foucault l'avait bien vu aussi, c'est que dans les états de droit modernes, il y a toujours ce paradoxe, c'est-à-dire que quand l'État grignotant toujours plus les droits des individus, etc., il prend aussi d'autant plus de pouvoir sur leurs droits en pouvant les accorder, les reprendre, etc. Donc il y a dans la logique libérale, moderne, quelque chose qui peut permettre en effet au pouvoir d'avoir une telle autorité sur la vie des gens. Et la biopolitique, c'est ça, on confie tellement de droits au pouvoir qui est garant de sa protection, que le pouvoir peut aussi du coup réguler tout ça, administrer nos droits, voilà. Donc ça c'est un écueil qu'il faut bien voir. Mais néanmoins, moi, je crois que l'état de droit républicain, on n'a rien trouvé de mieux pour protéger les citoyens de l'arbitraire, et c'est ça aussi qu'on est en train de jeter à la poubelle dans ce qu'on vit. Alors on va revenir un petit peu sur la pandémie. Parce que nous avons été un petit peu critiques, mais pas énormément jusqu'ici. Alors là arrive notre critique la plus importante, je pense. Alors je viens de citer Hayek, et je vais le citer encore, parce que même lui était partisan d'une intervention étatique déterminée en cas de pandémie.
Alors, ne pensez-vous pas qu'il faut faire une différence entre des phénomènes que moi j'appellerais linéaires, c'est-à-dire, si j'ai un accident de voiture, ça n'est pas contagieux. Donc, mon voisin, il n'en aura pas un. Enfin, mon voisin de palier n'en aura pas un parce que j'en ai eu un. Et des phénomènes exponentiels, donc comme une maladie contagieuse. Est-ce que dans ce dernier cas, il n'y a pas un changement d'échelle nécessaire de l'intervention publique, parce qu'il y a un changement d'échelle du phénomène. Et alors moi, autant je vous suis sur tout ce que vous dites sur la liberté, vraiment, même si je ne suis pas libertaire, donc je le fais depuis un autre point de vue, autant j'ai l'impression que la santé, dans le cas d'une épidémie, peut justifier une exception, et je ne crois pas que ça va forcément contaminer, pour reprendre une métaphore sanitaire, l'ensemble de la politique. Je suis d'accord. Je suis d'accord que dans le cas de pandémie grave, évidemment que des restrictions s'imposent. Bien sûr, et je le dis d'ailleurs dans le livre, évidemment qu'il fallait fermer certains lieux, qu'il fallait certainement prendre des mesures fortes, et qu'il fallait certainement aussi peut-être un état d'exception, en tout cas dérogatoire du droit commun, on va dire, qui puisse permettre au pouvoir justement d'agir de manière un peu plus forte que d'habitude. Mais il y a des lignes rouges, même face à un virus mortel qui n'est pas non plus la peste noire. Il y a aussi des non, mais il y a aussi des arbitrages à faire au regard de la gravité d'un virus dont on a compris assez rapidement qui touchait d'abord les personnes fragiles, les personnes âgées avec comorbidité, etc. Et que donc on pouvait avoir une approche un peu ciblée et subtile. Voilà, mais néanmoins. Moi, ma position, elle est assez modérée. C'est de dire, bien sûr il fallait des restrictions, pourquoi pas même une forme de confinement, mais pas un confinement policier comme on l'a eu. Ça, c'est pas possible. On peut pas accepter que l'État dise aux Français, vous vous enfermez chez vous et on va vous autoriser à quelle heure vous sortez de chez vous. C'est pas possible. Là, normalement, les contre-pouvoirs, le Conseil d'État et surtout le Conseil constitutionnel auraient dû réagir. Voilà. Et au lieu de ça, ils ont tout validé. Le Conseil d'État a même demandé au gouvernement, sans obligation, a demandé au gouvernement de durcir le premier confinement. Les gens l'oublient ça. Mais... Donc, la faillite est totale. Moi, c'est ça que je dis, c'est qu'il y a des lignes rouges. Voilà, il y a des lignes rouges à ne pas franchir. Tous les pays du monde n'ont pas mis un confinement aussi dur que le nôtre, avec attestation de sortie. Non, ça c'était ridicule. Voilà, mais c'est pas que ridicule. Pour moi, c'est effrayant. C'est pas parce que c'est vrai qu'on l'a tourné un peu en ridicule. On en a ri. Jean-Louis Bourlange m'a fait mourir de rire là-dessus. Il a fait une interview. Je sais plus exactement ce qu'il a dit, mais il a tourné en ridicule l'attestation de manière hilarante. Voilà, mais pour moi, c'est gravissime. C'est pas hilarant. C'est grave. Et c'est ça que je dis, c'est que pareil pour le pass, on peut pas mettre en place un système numérique partout, dans tous les lieux de sociabilité, on va dire, pour résumer, qui permet à l'État d'activer et désactiver vos droits. C'est pas possible, ça. On peut pas accepter ça. On peut pas accepter que la liberté soit conditionnée par un QR code. Enfin, alors, les libertés, vous allez me dire, mais c'est pas la liberté, c'est la vie sociale, on va dire. La vie sociale soit conditionnée à un QR code. Aucune pandémie ne justifie ça. Aucune pandémie. Et là encore, où ont été les libéraux ? Les libéraux récemment, j'ai fait un débat avec... comment il s'appelle Nicolas Bouzou, qui se dit libéral et qui défendait le pass. Et je lui dis, mais comment vous pouvez, en tant que libéral, défendre le pass ? Moi aussi, je défends le pass. Je suis peut-être pas une vraie libérale, mais... parce qu'en fait, mon raisonnement était le suivant. Il y avait 4 solutions, à mon avis, au début du pass, qui étaient d'abord sanitaires avant des vaccinales. Il y avait faire le pass, faire une obligation vaccinale, ne rien faire, ou demander aux gens de se tester tout le temps. Alors... demander aux gens de se tester tout le temps, moi je trouve que c'est encore plus, disons, liberticide. C'est insupportable. Donc je l'enlève. L'obligation vaccinale, je suis contre pour les mêmes raisons que vous. C'est-à-dire, c'est pour moi vraiment, là, c'est une atteinte aux libertés individuelles. Alors ensuite, il reste le pass vaccinal ou rien. Et donc, je pense qu'au début, on ne savait pas. C'est-à-dire que disons, en situation d'incertitude, on prend la solution la plus sûre, qui est le pass. Le Royaume-Uni a choisi de ne pas avoir de passe sanitaire et en fait, les contaminations ont explosé, mais pas forcément les hospitalisations et le nombre de morts. Ce que je pense qu'on aurait dû faire, c'est que, voyant ce qui se passait au Royaume-Uni, peut-être arrêter le pass plus tôt. Mais je ne suis pas forcément contre le principe. Mais vous voyez, mon raisonnement, c'est une forme de pragmatique parce que finalement, la politique, c'est le possible. Ouais. C'est pas le souhaitable. Mais là où je suis pas d'accord, c'est que au-delà du danger de mettre en place le précédent qu'on crée, encore une fois, de ce système de QR code qui permet encore une fois à l'État d'activer et désactiver. Voilà.
moi, je pense que la ligne rouge est franchie et le principe est donc inacceptable parce qu'en fait, c'est une mesure de disciplinaire, purement disciplinaire, qui consiste en fait encore une fois, à faire du chantage, à mettre des coups de pression aux gens, c'est-à-dire de dire tant que vous faites pas, on vous prive de votre liberté. Et c'est d'ailleurs un député à l'REM qui avait dit c'est la politique de la carotte et du bâton. C'est-à-dire, la carotte, c'est le retour à la vie normale, et le bâton, c'est la privation de liberté, de vie sociale, quoi. Voilà. Et on ne peut pas accepter une méthode de gouvernement comme ça. Alors, je comprends qu'on puisse dire, dans le cas de force majeure, le gouvernement doit être plus punitif, répressif, mais on peut pas, je pense qu'on ne peut pas accepter un système qui consiste pour l'État à faire du chantage aux citoyens, à leur dire... vous voulez votre liberté, vous l'avez à condition que vous vous comportiez que vous vous fassiez vacciner, etc. Je pense qu'en fait, le principe de ce chantage, de cette espèce d'injonction forcée, et pour moi, en tant que... Alors, je ne suis pas libéral au sens, je pense, comme vous, par exemple, mais en tant qu'attaché aux libertés publiques, je trouve qu'on ne peut pas accepter une chose pareille. Et là, vous avez raison, c'est que il faut aussi être pragmatique et il faut aussi regarder ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Mais tous les pays au monde n'ont pas mis en place de pass. Oui, c'est ce que je vous disais, c'est qu'on aurait pu attendre. Et c'est là où vous avez raison, c'est quoi les options ? On me dit toujours, mais vous aurez proposé quoi ? Alors, toujours, sur les plateaux. Les macronistes adorent cette phrase. J'ai répondu avant vous, voilà. Ils adorent je cette vous ai phrase. montré les options. Alors, vous aurez fait quoi, monsieur Slama ? Voilà. Et moi, je dis... On avait prévu. C'est la question d'après, en fait. Alors moi déjà, ma première réponse c'est de dire je me réserve le droit de juste critiquer et de rien proposer parce que déjà la situation c'est mais plus sérieusement non. Il faut regarder ce que les autres pays font. Moi, je trouve que la Suède, alors je sais que c'est un peu le pays qu'il ne faut pas mettre en exemple. Justement, j'allais vous en parler de la Suède. Ouais. Moi, je trouve que c'est intéressant ce qu'ils ont fait parce que c'est un pays qui a dit dès le début, sous l'impulsion d'un homme, j'ai oublié son nom, mais je crois que c'est plus ou moins leur Delfrécy à eux, voilà. Voilà, donc comme Delfrécy, un grand scientifique, voilà, mais en tout cas, mais qui est parti d'une idée, c'est de dire, on va essayer de gérer ça démocratiquement. On va essayer de gérer ça en restant fidèles à nos principes, en essayant le moins possible, parce qu'ils ont fait des choses, ils ont mis en place des confinements, alors pas des confinements comme nous, mais en tout cas beaucoup de fermetures de lieux, voilà, ils ont un pass pour les grands événements. Moi, ça c'est mon grand désespoir, parce que je suis contre l'idée même de pass, mais en tout cas, voilà, ils ont mis en place un pass pour les grands événements, ce qui est en place en France d'ailleurs au début, ça a commencé comme ça en janvier, voilà. Et je trouve que c'est intéressant ce qu'a fait la Suède, parce que voilà, ils ont été très courageux. Ils ont dit on va tenir bon. Et à la tête, c'était pas un Trump ou un Bolsonaro. C'est ça que je veux dire. C'était pas un voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au final, quand on regarde le résultat, il n'est pas dingue, mais il n'est pas catastrophique. Oui. Il n'est pas pire que la France. Oui, il est pire que ses voisins. Il est pire que le Danemark. C'est pas du tout la catastrophe qu'on avait prévue de toute façon. Voilà, c'est pire, c'est moins bien que le Danemark et la Norvège, qui eux ont été assez loin dans les restrictions. C'est vrai, et il faut le dire, mais c'est à peu près pareil que la France. Alors on me dit c'est pas la même société, il n'y a pas la même densité cohésion cohésion sociale, et aussi autodiscipline. Et même d'un point de vue négatif, parce que la population suédoise, elle a aussi un côté très étouffant, de tout le monde se regarde, tout le monde se contrôle. C'est vrai, les Suédois ont un côté la transparence, tout ça, c'est vrai. Les grandes fenêtres. Oui, c'est vrai, c'est très juste, c'est très juste. Les politiques doivent être absolument irréprochables, on a accès à toute leur vie privée, tout ça. Non, mais c'est vrai, mais je trouve que en tout cas, leur approche était intéressante, et en revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un coût, je pense qu'en effet, privilégier, en tout cas, être solide sur nos principes, ne pas céder en tout cas sur les valeurs, ça impliquait un coût humain. Moi, je le pense, oui. Je pense que le pass a été efficace d'un seul point de vue, pas pour les contaminations ou quoi que ce soit, mais parce que ça forçait les gens à se faire vacciner. Et que, oui, ça a été efficace de ce point de vue-là, parce que en tout cas, peut-être pas une majorité, mais beaucoup de Français sont allés se faire vacciner parce qu'ils se sont dit, s'il faut ça pour pouvoir vivre, oui, voilà, c'est du nudge à coup de marteau. Mais finalement, on en revient à ce que vous disiez, le problème, c'est d'abord la population. Qui ne prend pas ses responsabilités. Ce qu'on aurait adoré, ce qu'on aurait voulu dans un monde idéal, c'est que les gens aillent tous se vacciner en masse,
par souci des autres. Oui, c'est vrai. Et que qu'on beaucoup n'ait de pas Suédois se sont besoin d'un autoconfinés, État oui. qui vienne leur dire « allez vous vacciner ». Malheureusement, ça n'est pas là. Donc, il y a un cercle vicieux qui s'installe. Alors c'est intéressant, mais on peut se dire aussi que si le gouvernement avait été beaucoup plus libéral dans sa politique, les gens il y aurait eu moins d'opposition au vaccin déjà, parce que quand vous avez un gouvernement qui vous dit que vous êtes un sous-citoyen, que vous êtes irresponsable, vous êtes égoïste et qu'il a envie de vous emmerder. Après les gilets jaunes, il y avait toute cette détestation. Honnêtement, le gouvernement savait très bien qu'il allait, et c'était stratégique d'ailleurs, ça a déjà été dit, donc c'est pas voilà, mais c'est totalement stratégique d'alimenter le feu, quoi. Voilà, c'était et assez cynique, de manière assez cynique d'ailleurs, mais moi je pense que d'une certaine manière ça a rendu les antagonismes plus forts et ça a radicalisé une partie des gens. Maintenant, moi ce que je dis aussi, c'est que peut-être qu'il y a des gens qui ne voulaient pas se faire vacciner parce qu'ils avaient peur du vaccin, ce qu'on peut aussi comprendre, hein. Bon voilà, ils n'ont pas envie ils se disent j'ai 30 ans ou j'ai 20 ans, j'ai pas, ou 40 ans même, je risque pas grand chose. Mais c'est pas pour eux. Voilà, alors voilà, mais peut-être que eux aussi font attention dans leur vie de tous les jours. Peut-être que alors ils se font tester, qu'ils sont prudents. Enfin, on peut pas. En gros, moi, ce que je dis aussi plus philosophiquement, c'est que un non vacciné n'est pas un malade. Et c'est ça que. Alors, c'est peut-être un peu facile de dire ça, évidemment, parce que en tant que non vacciné, c'est vrai qu'on est plus à risque entre guillemets, quoique on s'est rendu compte qu'un vacciné pouvait aussi quand même transmettre le virus, mais en effet moins certainement. Mais un non vacciné peut être aussi quelqu'un de responsable dans sa vie, de faire attention. Voilà, donc je pense que il faut faire attention à pas culpabiliser, à pas dire ils sont un peu égoïstes, etc. Même si je comprends ce point de vue-là, et se dire qu'au fond, et c'est peut-être ça l'idée plus fondamentale, c'est qu'il y avait peut-être une autre approche plus compréhensive, plus de convaincre. Moi, j'ai pas vu de spot TV qui explique comment le vaccin fonctionne exactement, et qui, au lieu d'avoir des spots TV totalement infantilisants, où pour voir grand-mère, vous allez pouvoir revoir votre grand-mère, etc. Moi, j'aurais préféré un vrai spot de santé publique où on comprend comment le vaccin fonctionne. Alors, il y a eu ça sur YouTube, mais le gouvernement, je crois pas, n'a vraiment fait ça. Il y a eu ça au début, pas comme le vaccin, sur l'aplatissement de la courbe. Moi, j'avais vu un truc de Véran, alors que c'est pas le roi de la communication. Non, et puis en plus, c'est pas ma tasse de thé, mais je trouvais que là-dessus, il était bien pédagogue. Mais comme on avait fait pour le sida, alors tout n'a pas été parfait pour le sida, parce que, notamment sur les discriminations vis-à-vis de l'homosexualité, enfin il y a eu des discours horribles, et voilà. Mais pour le sida, on n'a pas choisi enfin voilà, après on pouvait pas parce que le préservatif, on va pas vérifier dans la chambre à coucher, voilà, donc c'est pas possible. Mais même dans vos pires cauchemars, ça n'arrivera pas. Quoique, un passe préservatif. Un passe. Non mais ne donnez pas de mauvaises idées. Pour le second mandat d'Emmanuel Macron, tout va être possible, donc s'il vous plaît, faites attention. Mais non, je pense que voilà, il y avait une approche peut-être plus faire confiance à la responsabilité de chacun. Bon, voilà. Mais je suis d'accord qu'il y a un arbitrage là-dessus à faire, et je comprends tout à fait cet argument. Et surtout qu'il y a un énorme paradoxe, qui est que le fait de ne pas vouloir se vacciner, pour moi, c'est quasiment une forme d'hygiénisme. Parce que c'est un refus du corps extérieur qui vient un petit peu chambouler votre immunité. Donc là, on est dans le safe total que vous décrivez. Moi, d'ailleurs, je suis assez critique de... Moi, une de mes explications de l'échec des mouvements de cet été, notamment de protestation, c'est qu'ils centraient sur le vaccin. Et moi, ma conviction, c'est que le sujet, c'est pas notre santé. Le sujet, c'est nos libertés publiques, notre modèle politique, et puis même notre modèle de société, etc. Donc, moi, je suis assez d'accord avec ça. C'est que, finalement, les anti-vax radicaux sont un peu le pendant des hygiénistes qui veulent enfermer tout le monde pour qu'il n'y ait plus de virus, et que voilà. Et je pense qu'en effet, c'est tout à fait, c'est assez comparable. Je suis d'accord. Maintenant, il faut aussi respecter. Moi, je crois quand même le consentement. Je comprends ceux qui disent quand même le corps c'est important, le fait le consentement de qu'est-ce qu'on s'injecte dans le corps, etc. Je peux presque comprendre cet argument quand même. C'est-à-dire, même si c'est de l'égoïsme, en effet. C'est pas rien. Même un vaccin, on peut se dire, on a voilà, toutes nos avancées scientifiques, et moi, encore une fois, je suis très favorable à ce vaccin, même si c'est pas la panacée ou quoi que ce soit. Mais il faut aussi comprendre le fait que des gens
ne veuillent pas, ont peur, encore une fois, peut-être pour des mauvaises raisons. Mais je trouve que la violence qu'on fait au consentement là-dessus, c'est quand même pas rien. Voilà. La violence qu'on fait du consentement sur ce sujet du vaccin, c'est pas un petit sujet. Voilà, c'est pas un petit sujet. Et je trouve il y avait un sujet éthique aussi en fait à avoir là-dessus. Je sais pas pourquoi je crois qu'on a un conseil national d'éthique en France ou un truc comme ça. Consultatif, c'est ça. Ça aurait pu très bien faire l'objet d'un débat, ça. Voilà, jusqu'où on peut aller par rapport Enfin, c'est quand même des sujets importants, je trouve, et que même si on peut se moquer entre guillemets des anti-vax un peu extrêmes ou quoi que ce soit, il y a quelque chose derrière. C'est ça que je veux dire, il y a derrière le côté un peu absurde de l'anti-science et voilà, il y a quelque chose derrière oui, mais c'est le corps de chacun et voilà, j'ai pas de réponse à ça, mais je trouve qu'il y a un sujet éthique derrière qui est quand même important et qu'on aurait peut-être dû un peu plus prendre en compte plutôt que moquer. Il y a un côté, moi je trouve qu'il est assez détestable dans le fait de se moquer des... Je trouve qu'aujourd'hui, je sais pas ce que vous en pensez, mais sur les complotistes, il y a un climat, je trouve, détestable, qui est de se moquer des complotistes, de les ricaner. C'est Aude Lancelin récemment qui disait la gauche est passée de défendre les opprimés à ricaner, à faire du ricanement sur les gens qui ont peur. Après, c'est pas que elle ricane aussi. Oui, oui, non, mais bon, c'est juste parce que ça m'avait marqué ce qu'elle avait dit là-dessus et je trouvais que c'était assez juste. C'est vrai, je trouve qu'il y a un ricanement. Il y a des gens, leur but, c'est ils prennent des extrêmes, enfin des complotistes, vraiment, mais ils sont rien, ils sont un millier. Enfin, oui, donc l'influence est ridicule. L'influence c'est ridicule, alors ils en font dessus. Je dirais que c'est plus l'époque. Tout le monde aurait le ricanement est généralisé. Ouais, mais là, il y a un ricanement, mais qui est presque un mépris de classe, quoi. Non, mais la moquerie. C'est comme pour les gilets jaunes. Les bouseux qui ne comprennent rien. Moi, je trouve qu'il comme les convois de la liberté, là, il y avait des moqueries sur. Il y a des télévisions qui faisaient des sujets sur des gens, voilà, qui disaient des théories farfelues. Mais ces gens-là, c'est pas des citoyens, quoi. Enfin, ils sont citoyens comme vous et moi. Et alors, s'ils croient, et je trouve qu'il y a un climat que Macron a beaucoup encouragé, mais vraiment de... Ah oui, on appartient au cercle de la raison. Oui, voilà, le cercle de la raison, puis les extrêmes, un peu... voilà... ça, je trouve ça détestable, et je trouve que dans la réflexion sur le complotisme, d'une part, je trouve que c'est vraiment détestable la manière dont on moque un peu ces gens-là, et puis d'autre part, réfléchissons un peu, quoi. Pourquoi il y a autant de complotisme aujourd'hui ? Pour moi, le complotisme, c'est une haine des élites. Tous les complotistes ont un point commun, c'est de dire les élites nous veulent du mal. Pour moi, c'est la définition que j'en donne. C'est les élites nous veulent du mal. Et pourquoi ? Pourquoi aujourd'hui il y a autant de gens qui pensent ça ? Il faut aussi réfléchir aux causes. C'est comme la détestation des journalistes, il n'y a pas de nulle part. Voilà. Non, mais je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Non, mais je pense qu'il faut réfléchir aussi à pourquoi il y a des gens qui se mettent à croire que les élites veulent leur mal, quoi, à ce point-là. Et je trouve que c'est pas la bonne approche, l'approche de certains journalistes. De leçons de morale, en fait. Ouais, mais voilà. Écoutez, c'est sur ces mots que nous allons conclure cette discussion qui fut vraiment passionnante. Je dois vous dire, vous êtes un vrai contrariant et nous en sommes ravis. Et avant de nous quitter, je vous livre une citation qui vous va comme un gant. Elle est de Victor Hugo. « Sauvons la liberté sauve le reste ». Magnifique. Nous nous retrouvons dans 2 semaines pour la prochaine édition des Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté.